toutes et à tous. Nous allons débuter. Mon nom est Thierry Carcenti. Je dirige le CRIFPE et je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire, un webinaire que nous avons commencé à organiser de façon, je dirais, quasi récurrente. Et aujourd'hui, on a Mathieu Petit qui s'est proposé pour animer un webinaire qui s'intitule Télésupervision, l'accompagnement de stagiaires en enseignement à l'aide du numérique. Alors, Mathieu va nous faire une présentation d'environ 35-40 minutes. Il y aura une période de questions après. Vous êtes déjà 150 sur le webinaire. On essaiera d'avoir utilisé le bouton Q et R à droite pour poser vos questions. Je pense que ce sera plus simple. Et moi, je vais synthétiser les questions pour Mathieu après. Alors, Mathieu, la parole est à toi. Très bien, merci M. Carcenti, c'est très gentil. Je vais partager mon écran. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Et voilà, donc c'est parti. Donc, télésupervision, attendez un petit peu, je vais replacer. Voilà. OK. Donc, télésupervision, l'accompagnement de stagiaires en enseignement à l'aide du numérique. Merci à tout le monde de s'intéresser à ce sujet. Je crois que la pandémie explique un peu pourquoi le webinaire est tant populaire. Mais merci tout de même de votre intérêt, puis merci au CRIFPE pour l'organisation de cet événement. Je me présente rapidement. Je suis professeur à l'Université de Sherbrooke au département de pédagogie, puis je suis responsable de différents stages en enseignement, donc tout particulièrement le BES, le bac en enseignement secondaire, et aussi le BILS, qui est le bac en enseignement de l'anglais langue seconde. Et pendant un temps, je me suis aussi occupé de la maîtrise qualifiante en enseignement secondaire à l'Université de Sherbrooke, qui est un programme qui comporte 2 stages qui sont entièrement supervisés à distance. Donc, j'ai été également superviseur de stage pour des stagiaires qui ont fait des stages à l'international ou dans d'autres provinces canadiennes. Donc, on a une procédure chez nous pour la supervision de stages à distance. Puis c'est un peu mon sujet, disons, chouchou là, dans mes travaux de recherche. J'ai aussi d'autres travaux sur l'outil qui est le portfolio numérique. Puis un concept aussi qui s'impose un peu dans mes travaux, c'est la téléprésence. Puis aujourd'hui, je me gâte un peu, là, je réunis un peu téléprésence et supervision de stage à distance pour le webinaire d'aujourd'hui. Il y a 3 démarches. C'est pas une communication de recherche classique là, que je vous propose aujourd'hui. Ça ne sera pas problématique, cadre, métaux, résultats. Là. Donc, mais il y a quand même des démarches de recherche qui ont, disons, contribué à ce webinaire. La première démarche, c'est une recension systématique des écrits qui a été publiée l'an dernier, que j'ai réalisé avec 2 collègues, Lucie Dionne puis Louis Brouillette. Elle est disponible dans les nouveaux cahiers de la recherche en éducation. C'est peut-être une façon là, de poursuivre la réflexion après le webinaire d'aujourd'hui. Donc, supervision de stage à distance dans différents domaines de formation postsecondaire. Donc, on est allé lire au-delà de l'éducation, de la recherche sur l'accompagnement à distance de stagiaires. Une autre démarche qui s'appelle Topic, qui portait sur les dispositifs de téléprésence. D'ailleurs, il y a un guide que je vous invite à surveiller, là, qui est supposé être publié au retour des fêtes, là, donc début 2021. Un guide que j'ai dirigé avec Annette Gourville, qui s'appelle Enseigner et apprendre en téléprésence. Ça va être un guide de maison d'édition belge, mais disponible gratuitement en ligne. Donc, si vous faites la recherche là, au retour des fêtes, vous pourriez y accéder. Puis une dernière démarche où on est allé faire une collecte de données auprès des différents acteurs de la triade en stage, donc enseignants associés, superviseurs et stagiaires, autour de la supervision de stage à distance. Donc, c'est une recherche qui était financée par le FRQSC, puis qui n'est pas tout à fait complétée. Là, il y a quelques écrits qui vont suivre, mais il y a un écrit qui est aussi prévu pour le début 2021. Donc, une autre façon de poursuivre votre réflexion autour de l'accompagnement de stagiaires à distance à l'aide du numérique. Ça va être aux éditions JFD, puis c'est prévu pour janvier 2021, mais ça arrive vite, donc peut-être février, je ne sais pas. D'emblée, je trouve intéressant de clarifier la distinction entre accompagnement et supervision. 2 notions qui sont distinctes, qui sont importantes de distinguer du fait que, en tout cas moi pour ma part, je suis porté à dire que j'accompagne. Ça désigne un petit peu mieux la posture professionnelle que je tente d'avoir auprès de mes stagiaires, puis aussi au sein de mes programmes.
l'accompagnement évoque bien cette idée de rapprochement, voire même de présence à distance, qui est un peu au cœur de mes travaux. Donc, je m'associe plus spontanément à cette idée d'accompagnement, de faire, entre autres, les écrits de Myla Paul, entre autres. Mais la notion de supervision, qui est un peu teintée là, du fait qu'elle vient du milieu des entreprises, ça peut évoquer une certaine forme de contrôle, voire de normalisation des pratiques. Mais il faut savoir que c'est une notion qui a énormément évolué, hein. On a parlé de supervision clinique, supervision éthique. Puis en voilà différents cadres assez récents pour parler de la supervision de stage. Donc, parfois, on parle de fonction, parfois de rôle, parfois de compétences. Il y a d'autres cadres qui évoquent les activités de la personne superviseure et parfois les tâches. Donc là, c'est 5 cadres assez complémentaires qui dressent une espèce de portrait de ce que fait la personne superviseure. Il y a un cadre qui est plus généraliste, il y a des cadres qui relèvent vraiment plus de la fonction enseignante, de la tâche enseignante, et il y a des cadres qui relèvent de méta-analyse. Donc, il y a quand même eu, à partir de tout ça, il y a eu un travail de synthèse porté par Lucie Dionne, ma collègue que je salue, qui a fait un superbe travail de synthèse où on voit que l'accompagnement est l'une des fonctions de la personne superviseure. Donc, ce n'est pas des notions contradictoires. Donc, quand on parle de supervision, on ne tourne pas le dos à la posture très humaniste qu'on a lorsqu'on se dit à une personne accompagnatrice. Donc, l'accompagnement est une des fonctions et les autres fonctions, médiation, collaboration, évaluation et administration. Puis, dans cette synthèse-là, on voit que l'administration nomme déjà cette idée qu'on doit gérer le numérique en tant que superviseur, bien avant même l'arrivée de la COVID. Justement, j'ai nommé d'entrée de jeu que c'est sûrement par ce contexte de pandémie que vous êtes peut-être là à assister au webinaire. C'est ça que ça a amené beaucoup de personnes superviseurs à devoir s'ajuster dans les derniers temps pour assurer la supervision à distance. Les stages se sont poursuivis, donc il a fallu aussi s'ajuster comme superviseur à cette nouvelle réalité-là. Mais la télésupervision n'est pas quelque chose qui a émané dans la dernière année. C'était bien présent, donc bien avant l'an dernier, bien avant 2020. Mais c'est juste que la pandémie a un peu accéléré ce virage-là, puis a fait connaître un peu ce qu'est la supervision de stage à distance ou la télésupervision. Donc, qu'est-ce qui distingue télésupervision d'une supervision plus traditionnelle? En tout cas, d'emblée, il faut établir que ce n'est pas parce qu'on supervise des stagiaires à distance que les objectifs du stage vont changer. Donc, mêmes objectifs, on peut viser les mêmes compétences professionnelles en misant sur une télésupervision. Mais avec la distance, avec cette utilisation, disons, bonifiée du numérique, la personne superviseure va exercer ses fonctions différemment. Et c'est ce qui est intéressant et c'est ce à quoi je m'intéresse dans mes travaux. Donc, le contexte numérique dans lequel on se trouve comme personne superviseur nous amène à faire les choses autrement. Mais il faut vraiment voir la télésupervision comme une véritable alternative à la supervision traditionnelle ou en présentiel. Puis il y a beaucoup de travaux qui ont cherché à comparer. Et puis, c'est comparable à plusieurs égards. Donc, il y a une certaine perte, on va l'aborder, mais il y a certains gains. Puis, il y a beaucoup de recherches avant la pandémie qui ont souligné pourquoi ils ont fait le choix de miser entièrement donc sur une supervision entièrement à distance ou hybride. Et voici les principaux éléments des problématiques là, de différents écrits sur la télésupervision. Un élément qui revient souvent, c'est cette idée de pouvoir offrir une supervision de qualité à des stagiaires qui décident ou bien de s'éloigner des campus universitaires, de retourner dans leur région d'origine. Donc, on a un vaste territoire ici, donc ça permet à des stagiaires de chez nous, entre autres, de retourner en Gaspésie, en Abitibi, au Saguenay. Donc, ça fait beaucoup de routes. Donc, il y a entre autres l'enjeu des déplacements qui est là. Et tous les stages aussi à l'international. Si on veut permettre à nos stagiaires d'avoir ces expériences culturellement très riches, donc les modalités d'accompagnement à distance permettent ça. On lit souvent dans les recherches toute la notion, l'idée qu'il y a une économie monétaire, mais moi, je m'intéresse surtout à l'économie de temps que permet l'utilisation du numérique pour superviser. Du temps qu'on peut réinvestir pour l'accompagnement des stagiaires et non pas du temps qu'on passe sur la route. Et ça permet aussi de faire des observations très ciblées et fréquentes. Par exemple, on peut faire une observation à distance de l'ensemble d'une cohorte de stagiaires assez rapidement en stage
pour que la démarche réflexive de ceux-ci puisse commencer. Et tout ça en limitant l'empreinte carbone. Mais là, j'ai mis une petite étoile du fait qu'il faut garder en tête que le numérique aussi peut polluer. Hein? Donc, c'est pas magique. Il existe plusieurs outils numériques pouvant être utilisés efficacement. Puis ça, on va en aborder plusieurs aujourd'hui. Et aussi, un élément important, c'est que l'évaluation des stagiaires en présentiel repose parfois sur peu d'évidence. On est beaucoup dans une culture de l'oral quand on supervise, quand on accompagne les stagiaires. Donc, on visite, on parle beaucoup. Mais il est important, même si on est en présentiel, de miser sur du numérique pour avoir des traces de l'activité de la personne stagiaire et des traces de notre rétroaction pour des fins administratives, mais aussi pour nourrir la démarche réflexive des stagiaires. Les communications par le numérique peuvent justement créer beaucoup d'interactions et diminuer l'isolement des personnes stagiaires tout en donnant de nouvelles opportunités de réflexion. Donc, je le ramène souvent, cet aspect-là réflexif porté par le numérique est un apport. Puis, la trace ultime qui peut nourrir la démarche réflexive des stagiaires, c'est des captations vidéo de son enseignement que la personne stagiaire peut visionner par la suite. Puis, justement, la recherche souligne que la personne physique en classe dérange davantage que la présence d'une caméra en classe. Souvent, on a l'impression que la caméra va stresser davantage la personne stagiaire, mais c'est surtout nous, comme superviseurs, quand on est en classe, c'est nous qui allons surtout déranger les stagiaires et aussi les personnes en classe. Donc, si on veut visionner une activité authentique, peut-être que la caméra est à favoriser dans ces contextes-là. Donc, tout ça, c'est en éducation, mais aussi dans d'autres domaines. Hein. Donc, en médecine, il y a beaucoup de supervision qui se fait à distance, en psychothérapie. Mais il y a beaucoup de... Donc, on souligne le grand potentiel d'accompagnement de stage à distance, mais il y a des craintes qui demeurent, puis des craintes légitimes. Toutes les considérations éthiques amènent certains programmes à être réticents ou à mettre ça de côté. Puis, je vous dirais qu'en enseignement, les principaux défis, c'est cette idée d'obtenir le consentement des personnes qui sont filmées. Puis, dans des contextes de classe primaire, secondaire, c'est le consentement des parents qui est exigé. Et aussi toute la notion de protection des données pour protéger l'identité des participants. Ça demande un choix stratégique des outils numériques qu'on va utiliser. Si on utilise un outil qui dépose des données dans le nuage quelque part, bien là, ça pose problème sur cette idée de protection et de conservation sécuritaire des données. Mais il y a d'autres considérations, au-delà des considérations éthiques, des considérations technologiques, des considérations pédagogiques, parce qu'il faut former les gens à toute cette utilisation du numérique, des considérations organisationnelles. C'est pas facile de faire ces virages-là à l'égard des dispositifs de stage. Je rentre peu dans le détail aujourd'hui, considérant le temps que j'ai, mais sachez que ces enjeux-là, je les aborde dans mes travaux, dans mes écrits. Donc, toutes ces craintes-là amènent certaines personnes superviseurs à avoir extrêmement peur de la télésupervision, puis on peut les comprendre, surtout du fait qu'il y a cette perte du lien, du caractère humain de la supervision quand on n'est pas en présentiel. Hein. La supervision, il faut vraiment le voir comme un procédé de l'interaction humaine, puis on ne peut pas remplacer ça. Mais l'efficacité de la supervision peut être quand même augmentée par le numérique. C'est là-dessus qu'il faut tabler. Mais le côté de la perte, moi, m'a amené à m'intéresser à cette idée de présence à distance dans des contextes de supervision de stage à distance. Parce qu'étrangement, la distance peut rapprocher. Donc, la présence à distance, il faut la voir comme une expérience qui est subjective chez les personnes qui sont dans un contexte de formation à distance. Ça peut être, on peut le définir comme étant le fait d'être considéré, d'appartenir à un groupe. Et puis, comme le souligne Annie Jézégou, il est possible de créer cette présence-là à distance grâce au e-learning ou à des environnements numériques. Voici le modèle de présence en e-learning de Annie Jézégou. Elle réunit 3 types de présence afin de former une communauté d'apprentissage en ligne dans un contexte numérique. Une présence socio-cognitive, qui est cette idée on résout des problèmes ensemble. Une présence socio-affective, on a des interactions cordiales, amicales, efficaces.
et une présence pédagogique qui peut être portée par la personne formatrice, mais aussi par les autres, nos pairs, nos collègues au sein du groupe, donc par de l'animation, des consignes, de la modération, des interventions efficaces pour que le débat puisse lever. Donc, Annie Jezegou qui réfère dans ce modèle-là à l'idée de transaction de Dewey. C'est vraiment une approche très européenne du socio-constructiviste qui porte ce modèle-là. Et qui fait écho à un autre modèle canadien cette fois, le modèle de la communauté d'apprentissage en ligne ou Community of Inquiry est également ancré dans le socio-constructivisme, où là, c'est trois présences, présence sociale, cognitive et enseignante. On est encore ancré chez Dewey, là, dans le Practical Inquiry, où là, la présence enseignante, on pourrait la définir comme les méthodes qu'on peut employer pour créer des expériences qui vont être riches, significatives au sein de la communauté, au sein d'un environnement numérique. La présence cognitive, oui, c'est cette idée de résoudre des problèmes, mais c'est aussi chez les étudiants l'idée de pouvoir confirmer, donner du sens aux échanges, les fameux liens théorie-pratique. Dans le fond, on les confirme par des échanges au sein d'un groupe. Et la présence sociale, c'est cette idée d'échanger au sein d'un environnement numérique, ses caractéristiques personnelles et dans le fond, être capable de voir qu'à l'autre bout de l'Internet, c'est de vraies personnes à qui on a affaire. Donc, si on réunit tout ça, on a des expériences éducatives qui vont être riches. C'est des présences, des concepts qui sont interdépendants. Il y a plusieurs études là, qui font des liens entre les différentes présences. Donc, c'est un modèle qui date un peu, mais qui est encore extrêmement utilisé du fait que, oui, trois types de présence avec des catégories, des composantes qu'on peut exploiter là, dans le codage des données pour les méthodologies. Puis, il y a même un questionnaire à l'égard des trois types de présence qui est très utilisé, un questionnaire de 34 items qu'on trouve dans plusieurs recherches qui réfèrent à la communauté d'apprentissage en ligne de Garrison, Anderson et Archer. Donc, ce modèle-là, il était dans mes travaux récents, entre autres, on a adapté le fameux questionnaire de perception de présence en ligne pour l'accompagnement à distance, lors d'un stage supervisé à distance. Je ne serai pas dans le détail des résultats, mais on peut voir que autant la présence enseignante, cognitive et sociale sont trois présences perçues très positivement chez des stagiaires qui ont été accompagnés à distance par des superviseurs dans des contextes de formation en enseignement au Québec. Donc, c'est encourageant. Mais la présence à distance, c'est vraiment une perception qui ne reconnaît pas tant le rôle du numérique. Donc, c'est vraiment quelque chose, comme j'ai dit plus tôt, de subjectif, qui est une perception. Alors que si on rentre dans le concept de téléprésence, là, ça repose davantage sur cette utilisation des outils techniques afin justement de créer cet état là, psychologique dans cette idée d'être considéré, de se sentir là, voire de se sentir ensemble avec d'autres apprenants. Donc, il y a ce modèle-là réunit différents modes de présence, donc cette idée d'immersion, de réalisme, qu'on n'a pas tout le temps dans tous les environnements. C'est comme en ce moment, on tente une certaine immersion. Est-ce qu'on a l'impression d'être ensemble par ce webinaire? Un petit peu. Ça peut ressembler un petit peu à un vrai séminaire, mais il y a quand même certaines balises, mais il y a de plus en plus d'outils immersifs, hein, comme les robots de téléprésence, la téléprésence virtuelle, la téléprésence holographique, ou même il y a de plus en plus dans les institutions d'enseignement des salles immersives où avec les écrans, le son, on voit les gens et on les entend comme s'ils étaient sur place. En tout cas, il y a cette idée-là de réunir, de faire un espace numérique de téléprésence le plus crédible, le plus réaliste possible. Mais chose certaine, on peut, comme personne superviseur, avec des stagiaires, se réunir dans des espaces numériques en participant, en étant actifs et aussi en mettant de côté un peu nos a priori à l'égard du numérique par un certain lâcher-prise et faut embarquer, il faut y croire si on veut que par la suite, nos étudiants, nos stagiaires y croient également. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans les dispositifs de télésupervision? Ce sont pas, il y a très peu de robots de téléprésence. Il y en a un petit peu, là. Il y a certains accompagnements, certains programmes qui misent sur des technologies de cet ordre-là. Mais dans les recensions thématiques, la recension thématique que j'ai évoquée d'entrée de jeu, voici les éléments techniques qu'on retrouve. C'est assez rassurant parce que ça sort pas de nulle part. C'est des éléments qu'on connaît habituellement là, quand
on navigue dans le numérique pour la formation. Donc, des environnements numériques d'apprentissage, des outils de webconférence, le portfolio numérique, des forums de discussion, des éléments de messagerie instantanée ou une zone de clavardage ou un chat, là, comme il y a en parallèle, en complément du webinaire. L'utilisation de réseaux sociaux s'impose dans certains dispositifs. Des wikis, moi, qu'est-ce que j'entends par wiki? C'est tous les outils de partage et d'édition de documents comme un Google Drive où on peut tous travailler sur un même document de manière synchrone ou asynchrone. Les photos, des clips audio, un blog, le fameux courriel, le classique téléphone, tous des éléments qui permettent à des superviseurs et à des programmes d'offrir un accompagnement à distance. Puis l'élément manquant dans tout ça, c'est la vidéo. J'ai mis une petite étoile à la vidéo parce qu'il faut savoir que dans certains programmes, en enseignement et présentement, entre autres, dans le contexte hospitalier, on ne permet pas de capter l'activité de stagiaire à l'aide de la vidéo. Donc, parfois, la vidéo n'est pas permise. Il est possible de faire autrement, mais dans la très grande majorité des dispositifs, en tout cas dans ceux qu'on a documentés, la vidéo s'impose. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a une certaine démocratisation de certains outils, de certaines caméras qui permettent qu'on peut choisir selon des intentions pédagogiques. Il y a des caméras qui permettent de suivre la personne stagiaire dans ses déplacements en classe ou en gymnase ou dans des contextes autres. Là. Par exemple, en formation professionnelle, il y a peut-être un stagiaire qui est dans un garage, donc c'est important de pouvoir suivre ses déplacements. Il y a des caméras qui peuvent être contrôlées à distance par les personnes superviseurs. Il y a des caméras qui permettent de voir vraiment beaucoup de choses, comme il y a même des caméras 360 qui sont de plus en plus abordables. Très intéressantes à utiliser, entre autres, dans des contextes de gymnase où il peut se passer plein de choses un peu partout aux quatre coins de l'endroit. Et des caméras que parfois on peut faire porter par la personne stagiaire pour voir qu'est-ce que la personne stagiaire voit. Donc, selon nos intentions, on peut faire un choix d'outils. Mais le choix qui est à la portée de tout le monde, c'est cette idée, est-ce qu'on utilise la vidéo pour télésuperviser de manière asynchrone ou synchrone? Donc, asynchrone, donc de manière en différé, on mise beaucoup, ça met de l'avant tout le caractère de flexibilité, autant pour la personne stagiaire que pour la personne superviseur. Mais ça implique un plus grand engagement de la personne stagiaire. La personne, puis c'est intéressant qu'elle soit partie prenante de son accompagnement. On peut l'inviter à choisir la vidéo à soumettre à la personne superviseur. On peut l'amener à sélectionner certains clips, mais assurément, par cet engagement-là, la personne stagiaire a l'occasion de s'observer. Donc là, la rétroaction va faire beaucoup plus de sens par la suite. Et une fois que la personne superviseur a la vidéo, elle peut prendre le temps pour bien annoter la vidéo, faire une rétroaction qui va être substantielle, peut-être davantage ancrée sur les liens théorie-pratique, donc une médiation. Donc, son rôle de médiation peut être mis de l'avant par une utilisation asynchrone de la vidéo. Quant au mode synchrone, ben, il est beaucoup plus près du présentiel. Hein? On dit ça va être à telle période, à tel moment, on se connecte avec un outil de webconférence. Mais moi, je trouve important de pouvoir bénéficier du numérique dans ces contextes-là, parce que le numérique nous permet de miser un petit peu plus sur le caractère immédiat d'une rétroaction. Donc, à distance, par un outil de chat ou de zone de clavardage, il est possible de faire de la rétroaction en direct, de manière immédiate auprès de la personne stagiaire qui peut considérer ou non le commentaire qui est fait par la personne superviseure. Et il y a même certains contextes de stage où on met sur une rétroaction orale. La personne stagiaire peut porter une oreillette, comme je porte peut-être une petite oreillette Bluetooth ou avec un fil qui est connecté parfois là, même à un téléphone cellulaire. La personne superviseure est à l'autre bout du fil et peut faire certains commentaires en direct, en synchrone à la personne stagiaire. Il y a des recherches là-dessus. Il y a certaines pratiques que j'ai pu observer là, au Québec aussi à cet effet-là. Mais il est toujours possible de faire les deux. Il est possible pour une personne en synchrone d'enregistrer la séance de webconférence et par la suite de pouvoir observer sa séance en asynchrone. Donc, on peut unir les deux. Puis même comme superviseur ou comme programme dans l'idée de développer un dispositif de télésupervision intéressant qui va maximiser un peu les possibilités à la fois du synchrone et de l'asynchrone. On peut parfois commencer par une supervision en synchrone pour miser sur l'immédiateté puis avoir un bon contact direct autant avec la personne stagiaire que la personne qui accompagne.
Et on peut par la suite miser sur une supervision en asynchrone où là, on met de l'avant toute la démarche réflexive qu'on veut développer auprès de nos stagiaires. Donc, il y a une complémentarité à ces deux modalités-là. Puis, dans le fond, il y a énormément de choix qui s'offrent au programme, puis aux superviseurs et aux stagiaires à l'égard de l'utilisation de la vidéo en stage. C'est une petite représentation là, à partir d'une anasynthèse de différents dispositifs où on voit qu'il y a plein de décisions à prendre à l'égard de comment bien utiliser la vidéo au service de ses intentions pédagogiques. Donc, on démarre à savoir si on est en présence ou à distance, si notre vidéo est en synchrone, asynchrone. Après coup, on décide qu'est-ce qu'on veut comme intervention, la façon dont on fait la rétroaction, la façon dont on fait l'entretien post-observation. Puis ensuite de ça, on répète avec des variantes et un nombre de fois. Puis un élément qui a été fort intéressant de la pandémie, il en faut, c'est cette idée qu'on a pu observer l'activité du stagiaire dans des nouveaux contextes. Nos stagiaires ont été amenés à enseigner en contexte de classe virtuelle. Donc, la supervision a non seulement pu se faire à distance de manière asynchrone ou synchrone, mais dans le fond, le stagiaire, lui, était ou bien en présentiel ou à distance. Donc, ça l'a amené différents dispositifs pour la télésupervision. Donc, voici 4 représentations. Puis, dans un webinaire préférent que j'ai donné avec ma collègue Lucie Dionne, on avait sondé les participants à l'égard de ces 4 dispositifs-là. Puis voici les réponses qu'on avait obtenues. On avait obtenu dans le fond, les 4 dispositifs étaient utilisés par les superviseurs. Il y avait plusieurs superviseurs dans l'auditoire. Donc, on voyait que les 4 modalités étaient possibles. Donc, autant des stages qui étaient faits en présentiel que des stages à distance, autant en mode asynchrone que synchrone. Donc, ça va que c'est important comme superviseur et comme équipe programme qui accompagne les superviseurs de se questionner, est-ce que tout le monde est acclimaté à fonctionner dans tous ces contextes-là et d'être capable d'adapter son dispositif selon ces différentes modalités. C'est intéressant parce que le dispositif 2, soit celui qui se rapproche le plus du présentiel, était celui qui était le plus utilisé. Donc, supervision synchrone en direct avec un stage en présence. Ça rejoint des résultats qu'on a obtenus dans une étude où, par des différents entretiens avec les personnes superviseurs, c'était assez clair que la majorité tente de reproduire ce qui est fait en présentiel lors d'une visite de supervision à distance, à la différence près que tout est capté sur vidéo. Ça, c'est une erreur assez, pas une erreur, mais c'est une tendance assez classique en formation à distance. On donne un cours en présence, quand on a donné le même cours à distance, on tente de reproduire ce qu'on fait en présentiel, puis on risque de frapper un mur. Hein? Parce que la télésupervision, comme la formation à distance, est un système complexe dépassant le simple ajout d'outils numériques à une pratique déjà connue. Donc, ça implique une réflexion, une prise de recul. J'espère que le webinaire aujourd'hui vous encourage cette prise de recul chez vous. Puis là, vu que le temps est quand même assez limité aujourd'hui, au lieu de présenter différents exemples de dispositifs de télésupervision, parce qu'il y en a plusieurs là, dans les différentes recherches qu'on a pu lire sur le sujet, je vais vous présenter différents éléments transversaux. Donc, on pourrait voir ça comme une série de conseils pour réfléchir à son dispositif de supervision à distance. Assurément, la vidéo, vous avez vu un peu le rationnel. Donc, il y a un intérêt pédagogique à être asynchrone, synchrone. Donc, c'est des choix qu'on peut faire. On peut faire une complémentarité des deux. Mais au-delà de la vidéo, ça prend d'autres choses, ça prend d'autres traces. On ne peut pas évaluer un ensemble de 12 compétences et maintenant 13 compétences avec uniquement quelques observations vidéo. Donc, ça nous prend d'autres éléments. Donc, à partir de quoi, quelle utilisation, quel outil nous permettent de bien assurer nos fonctions de supervision à l'aide du numérique. Donc, premier conseil, par une observation indirecte de cette activité, surtout dans des cas où la vidéo est peut-être pas optimale ou c'est peut-être parfois difficile de filmer s'il n'y a peut-être pas eu le consentement, on peut demander des traces numériques d'une activité qui est alors pas observée mais rapportée. Et puis, on a besoin de plusieurs traces justement pour évaluer les compétences. Donc, ça peut être des retours écrits immédiatement après une période. Ça peut être aussi des retours par des clips audio. L'étudiant peut s'enregistrer de manière audio ou même vidéo, peut se faire une petite vidéo.
dans le respect des règles éthiques. Parfois, il y a des procédures aussi qu'on demande des prises de photos. Une prise de photo de sa classe qui est vide, où on voit un peu la façon dont on a disposé les bureaux. Donc, ça permet des retours, ça permet des échanges avec la personne superviseur par la suite. Donc, on complémente notre observation vidéo par des traces qui rapportent cette activité-là, mais de manière indirecte. Autre élément, autre conseil, miser sur la rétroaction rapide. Si elle ne peut pas être immédiate en synchrone, le plus rapidement possible après l'activité. L'immédiateté ou cette recherche d'immédiateté importe. Donc, on utilise des messageries instantanées, on programme des webconférences avec le stagiaire, mais aussi avec l'enseignant associé pour l'impliquer. On implique la triade. On met sur la notation vidéo des vidéos qui nous sont soumises et on les retourne le plus rapidement possible. On prend le téléphone, on écrit un courriel, donc on fait des suivis rapides et fréquents. Autre élément, en misant davantage sur la métacompétence réflexive. Donc, la compétence réflexive, elle est souvent au cœur des dispositifs d'accompagnement. On veut que nos stagiaires deviennent des praticiens réflexifs. Donc, le numérique nous permet de miser davantage là-dessus. C'est une compétence à acquérir par les stagiaires et à faire acquérir du point de vue des formateurs. Donc, il faut bien accompagner les superviseurs et les enseignants associés à l'égard de comment ils peuvent développer cette compétence réflexive. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Un journal réflexif est souvent, s'impose la tenue d'un blog de manière régulière qui permet de prendre une distance sur qu'est-ce qu'on a vécu en stage et la création d'un portfolio numérique. Les différents types de portfolios, les différentes typologies. Donc, le portfolio dit d'apprentissage ou de développement professionnel sont des types de portfolios qui s'imposent en soutien à une démarche réflexive. Et un autre élément, l'idée d'impliquer les pairs, donc en soutien, pour créer une espèce dans une démarche de co-développement, pour offrir du soutien, du fait que comme personne superviseur, on ne peut pas être présent partout ou très rapidement tout le temps, mais si on crée du pairage entre stagiaires, il y a un soutien qui peut se faire à distance de manière très efficace. Tout ce qu'on crée aussi dans les forums de discussion autour de vrais problèmes, on peut trouver des solutions très concrètes par un problème que vit un de nos collègues. On peut créer des wikis de bonnes pratiques, on peut être actif sur les réseaux sociaux pour pouvoir créer ces liens-là qui sont en soutien des personnes stagiaires qui sont à distance, mais on crée une présence à distance. Par toutes ces démarches-là, on en revient à cette idée de présence à la fois enseignante, cognitive et sociale au sein de notre corps de stagiaires. Donc, plusieurs idées, ça évoque plusieurs choses, mais le grand problème, ça serait d'aller vers tous ces outils. Il faut faire des choix. Hein? Donc, on ne peut pas tout mettre. Puis je vous dirais que les meilleurs dispositifs sont également ceux qui demeurent simples. Trop d'outils, même si ça répond à notre intention pédagogique de manière super intéressante, il faut faire des choix parce qu'il faut les former, hein, ces étudiants-là, ces stagiaires-là, pour bien utiliser les outils numériques. Et il faut être actif aussi comme superviseur afin de bien animer tout ça par notre présence enseignante à travers tout ça, même à distance. Il y a peut-être une fonction aussi qui a été un petit peu délaissée là, par toutes ces suggestions et ces éléments proposés. C'est la fonction de collaboration. Donc, la collaboration, c'est beaucoup avec les milieux scolaires, donc avec les enseignants associés. Si un superviseur ne se rend plus dans les écoles pour visiter les personnes stagiaires, il y a comme une perte également pour l'enseignant associé qui est habitué à ces visites, là, des personnes superviseurs et qui souvent les apprécie. Donc, si on est à distance, c'est aux personnes superviseurs à faire un premier contact significatif et à créer ce climat collaboratif qui se veut de réciprocité, donc bidirectionnel. Le superviseur ne fait pas juste prendre l'évaluation de la personne enseignante associée puis ne communiquer en retour, ça doit aller dans les deux sens. Donc oui, on démarre quelque chose de positif et on maintient par des contacts fréquents, réguliers, et adéquat. Puis quand on consulte les personnes enseignantes associées, voici ce qui apprécie chez les personnes superviseurs et qui apprécierait davantage dans des contextes d'accompagnement à l'aide du numérique à distance. Toutes des attitudes qui sont hyper pertinentes en présence, mais qui prennent une importance un peu capitale dans des contextes de supervision à distance ou de télésupervision. Donc, disponibilité, implication, franchise, transparence, complicité, écoute et ouverture et leadership. Donc, tout ça s'impose davantage lorsqu'on est en télésupervision. Donc, ça fait le tour
c'est un petit tour d'horizon qui est allé très vite. J'espère que je ne suis pas allé trop vite, mais je crois que j'ai respecté les temps. Puis en conclusion, que restera-t-il des dispositifs actuels de télésupervision après la COVID-19? Ben, c'est une question ouverte, mais je crois qu'il va rester quand même beaucoup de choses, des dispositifs qu'on a mis en place ben, cet automne pour pouvoir continuer à accompagner nos stagiaires. Je crois qu'on va être heureux de retrouver le présentiel, puis j'espère que, même si je fais un peu l'apologie des modalités à distance, je crois dans cette idée qu'on a besoin d'être sur place, non seulement pour le caractère humain de notre accompagnement auprès des stagiaires, mais pour avoir des partenariats solides avec les milieux scolaires, les enseignants associés, les directions d'école. Donc, je crois qu'on va tendre vers une hybridation de la supervision, puis tant mieux si ça peut se faire au bénéfice du développement professionnel de nos stagiaires. Donc, merci. Vous pouvez m'écrire à moi si vous avez des questions. Mon adresse à l'Université de Sherbrooke, elle est là. Elle se retrouve aussi sur le site Internet. Puis, si vous voulez voir la présentation, j'ai fait l'effort de tout mettre les références. Vous pourrez, vous pouvez m'écrire aussi. Je pourrais vous envoyer le PDF de la présentation à ceux qui me le demandent. On la mettra aussi également, Mathieu, sur le site du CRIFPE. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour toi à gérer, là, quand Parfait, tu as parfait. frisé les 200 participants à un certain moment. Écoute, alors, je te remercie de ta présentation. Merci également du respect des délais. On a plusieurs questions pour toi. Je vous rappelle les questions, vous les posez dans le petit bouton Q et R, c'est plus facile. Et donc, première chose, quelle application ou quel outil pour l'annotation vidéo serait recommandé selon toi? Là, je vais être un peu dans une contradiction, mais il y a moi un outil d'annotation vidéo que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Video Ant, mais qui implique des dépôts de clips sur YouTube. Donc là, il y a un petit enjeu éthique du fait de pouvoir déposer ce clip-là, de ne pas pouvoir déposer ce clip-là. Mais il y a des services, il y a des serveurs vidéo comme Panopto qui sont parfois déposés sur des serveurs institutionnels. Là, chez nous, à l'Université de Sherbrooke, on est en train justement de faire ce virage-là. Donc, je crois que les institutions sont en train de faire des virages à cet effet-là. Donc, prenez contact avec vos conseils pédagogiques pour savoir quel outil qui est conseillé pour respecter justement les enjeux éthiques. Mais il y a des outils en ligne qui amènent certaines considérations éthiques, comme VideoAnt, mais il y a des outils institutionnels qui peuvent assurer une meilleure protection, qui permettent la notation vidéo. Là. Donc, je n'ai pas Panopto en tête, mais il y en a d'autres. Merci. Il y a plusieurs questions ou préoccupations par rapport à la confidentialité des données aussi. On est conscient que dans un enseignant, un futur enseignant, des élèves qui se retrouvent en ligne, c'est toujours… et je ne sais pas, donc, ta recommandation, peut-être la répéter pour les gens qui posent cette question-là? Ben, dans le fond, il y a deux éléments clés. Cette idée d'avoir le consentement des personnes en classe, donc des élèves vu qu'ils sont mineurs de leurs parents. Et puis après coup, c'est cette idée de quand on présente un formulaire de consentement, on s'engage entre autres à la protection des données. Donc, il faut s'assurer qu'on va déposer les données sur des serveurs qui vont être protégés. Puis au-delà de l'enseignement, il faut valider auprès de nos autres professionnels. Hein. Des fois, on a l'impression que, entre autres en médecine ou en psychiatrie, qu'il n'y a aucune ouverture à ces effets-là. Mais il y a des pratiques qui se font. La télémédecine, la télépsychiatrie est en émergence, surtout dans la dernière année. Donc, les professions sont en train de changer, les métiers changent, donc il faut valider. Donc, on n'a pas d'autres professionnels en enseignement, mais on peut quand même avoir des formulaires. Je sais que nous, on fournit les formulaires à nos stagiaires pour qu'ils puissent se filmer en stage. Et souvent, dans plusieurs centres de services, d'entrée de jeu, les parents autorisent les captations d'images et de vidéos en classe à des fins promotionnelles et à des fins pédagogiques. Donc, souvent, les stagiaires vérifient auprès de leurs enseignants associés, auprès du secrétariat, voir si toutes les autorisations sont présentes pour leur classe. Ça facilite beaucoup les captations vidéo en contexte de stage en enseignement là, au Québec. Donc, à vérifier, mais on ne peut pas passer outre cette vérification-là. On nous demande aussi, quelle est la modalité d'accompagnement, supervision à distance et principalement utilisée à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke? Nous, on était dans une modalité, avant la pandémie, on avait développé une modalité qui était asynchrone.
Donc, les stagiaires se filmaient, s'observaient, envoyaient la vidéo et après coup, l'entretien post-observation était programmé. Donc, on était quand même assez près justement de ce qui se faisait en présentiel, mais dans une modalité asynchrone. Là, je vous dirais, dans la dernière année, on a révisé nos modalités, on a ouvert, on a offert, parce que les outils sont de plus en plus présents, l'idée de faire une supervision en synchrone avec la qualité des réseaux Internet de certaines écoles, c'était difficile de pouvoir mettre cette modalité-là de l'avant, mais c'est de moins en moins le cas. C'est de plus en plus facile de pouvoir avoir un outil de webconférence à l'aide du réseau Internet des écoles de nos centres de services, des écoles participantes avec qui on fait affaire. Donc, on offre une espèce d'éventail de modalités là, depuis cet automne à nos personnes superviseurs. Mais là, je parle pour mes programmes. Chaque programme a un peu sa façon de faire. Écoute, on nous demande quels sont les défis qu'on rencontre pour adapter les outils ou les grilles d'évaluation qui sont habituellement utilisés en présentiel pour l'évaluation à distance. Bien, un peu comme j'ai établi d'entrée de jeu, c'est pas parce qu'on supervise à distance que les compétences à évaluer vont changer. On devrait pouvoir évaluer, avoir les mêmes objectifs qu'on accompagne à distance que si on accompagne en présentiel. Donc, les grilles d'évaluation sont les mêmes. On observe la même activité, mais on l'observe à l'aide de manière médiatisée. Les contextes changent. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est le contexte des stagiaires qui font parfois leur stage dans des contextes de classe virtuelle. Est-ce qu'on devrait adapter nos grilles? Oui, mais nos grilles devraient toujours ouvrir la possibilité de les adapter. Donc, c'est des compétences et c'est à nous, comme superviseurs, à s'adapter au contexte de la personne stagiaire. Donc, on devrait pouvoir être capable d'adapter nos grilles. Les compétences se font selon un contexte. Le contexte est celui de la classe virtuelle, donc il faut évaluer ces compétences dans ce nouveau contexte. Merci. Et on nous demande, est-ce qu'il y a des limites à ce type d'accompagnement? Assurément, tu sais, puis tout l'aspect du présentiel, du caractère humain, puis de l'attachement, puis de la compréhension aussi de toutes dans le fond, quand on fait une visite en présentiel, on prend le temps de discuter avec la personne stagiaire, on visite les lieux, donc il y a une grosse perte de détails puis d'informations qui nous permettent de mieux ancrer notre jugement professionnel comme superviseur. Donc, l'idée, c'est de le compenser avec autre chose. Donc, oui, il y a cette perte-là. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas tourner le dos au présentiel, là, puis c'est pas du tout ça que j'essaie de mettre de l'avant. D'où cette idée que je crois qu'on va tendre vers une certaine hybridation. Donc, on va essayer d'aller chercher avec le numérique cet apport de la démarche réflexive des stagiaires, mais on va conserver avec le présentiel tout ce lien-là, cette importance des partenariats aussi avec les milieux scolaires. Donc, les superviseurs, c'est un peu les ambassadeurs des institutions d'enseignement quand ils vont dans les écoles. Donc, ce lien-là doit être maintenu à certains égards. On nous pose des questions d'ordre plus pratique, peut-être, Mathieu. On nous demande, est-ce que vous avez déjà tenté des expériences en éducation physique, par exemple? Moi, je ne suis pas en éducation physique, mais je sais que chez nous, à l'Université de Sherbrooke, là, entre autres, mon collègue François Van der Kleyen, qui fait des expérimentations là, d'accompagnement à distance. Puis je sais entre autres que François s'intéresse beaucoup à cette idée justement de vidéo 360, parce que la réalité du gymnase, c'est très différente de la réalité de la classe. Donc, il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est intéressant de capter l'activité du stagiaire où il se passe beaucoup de choses. Et la vidéo pour 360 permet des retours réflexifs d'une grande richesse. Donc, on peut analyser une petite situation qui s'est passée dans un coin du gymnase et par le fait même une autre situation qui s'est passée en même temps à l'autre bout du gymnase en regardant la vidéo de différentes façons. Donc, l'idée d'utiliser la vidéo pour documenter l'activité de stagiaire en éducation physique est tout à fait intéressante et beaucoup présente en recherche, là. On nous demande également, est-ce qu'il faut regarder, quand on observe comme ça à distance, est-ce qu'il faut regarder l'ensemble de la vidéo ou c'est possible de regarder simplement certains extraits? Bien, tout dépend de nos intentions pédagogiques aussi. Je crois que c'est important comme superviseur, quand on débute un accompagnement, de regarder l'entièreté,
Mais par la suite, on demande souvent aux stagiaires de cibler certaines compétences qu'il veut développer. Il y a peut-être différents éléments qu'on va vouloir qu'ils travaillent de manière plus particulière. Donc là, ça devient intéressant de lui demander justement de faire des choix parmi les vidéos. Et là, le modèle asynchrone est plus pertinent. On peut justement, ça implique davantage le stagiaire. Le stagiaire qui doit assurément s'observer pour choisir des clips. Parfois, les stagiaires évitent de s'observer, donc envoient la vidéo à la personne superviseure. Donc, le fait de devoir cibler certains clips les engage dans cette démarche-là, puis c'est ce qu'on souhaite. Donc, oui, on va peut-être perdre certaines choses, mais en leur demandant de cibler, il y a d'autres gains qui sont faits qui peuvent servir notre intention pédagogique. C'est noté. Ici, on nous demande quels outils recommanderiez-vous pour voir le stagiaire et ses élèves en action lors de l'observation? Dans le fond, je sais qu'il y a un outil qu'on a expérimenté que je trouve un peu fragile, mais qui est disponible dans certaines universités au Québec. C'est le petit robot qui s'appelle Swivel, sur lequel on peut placer une tablette ou un téléphone intelligent. On peut en placer 2 en classe, qui est possible de faire une vidéo qui va jumeler les 2 images. Donc, il est possible, par une complémentarité de ces outils-là, d'avoir une vidéo avec, oui, une vision sur le stagiaire, puis même l'outil permet de suivre le stagiaire dans ses déplacements. Et puis l'autre caméra permet de voir que si on place la caméra à l'avant de la classe, on peut voir également les élèves. Donc, cette complémentarité-là d'images, de vidéos, peut donner une bonne richesse d'images pour vraiment bien documenter l'activité, mais ça fait des vidéos extrêmement lourdes avec deux fichiers à unifier. On nous demande une question très pratico-pratique. Est-ce qu'il devrait y avoir un ratio maximal d'enseignement à distance versus le présentiel pour accepter le stage en enseignement? C'est une bonne question. Je sais que les ratios, ça diffère d'une université à l'autre. Nous, nos ratios de stagiaires par superviseur, selon les stages, c'est autour de 14. Il y a des stages, le dernier stage baisse à 12. Mais la moyenne, je vous dirais, là, de ce que j'ai pu voir, c'est autour de 15 stagiaires par superviseur en enseignement. Mais tout dépend de qu'est-ce qui est demandé. Dans le fond, parfois, la tâche demande également de l'animation de séminaire. Parfois, c'est pas juste l'accompagnement lié aux visites terrain. Donc, tout dépend du dispositif qui est proposé. Donc, c'est difficile de se mouiller là-dessus, mais est-ce que superviser à distance devrait représenter moins de stagiaires que superviser en présentiel? Je ne crois pas, parce qu'à moins qu'on mise vraiment sur une accumulation d'outils techniques et numériques, que là, elle pourrait amener une espèce de surcharge. Mais justement, on devrait miser sur des dispositifs assez simples, qui servent bien nos intentions, qui font peut-être pas exactement ce qu'on fait en présentiel, mais qui servent bien les objectifs puis les intentions pédagogiques d'un stage. Et on a une dernière question. On nous demande, en dehors de la pandémie de la supervision à distance, l'usage de la vidéo n'était-il pas déjà une pratique courante pour être exploitée lors d'entretiens en présentiel? Tout à fait. Puis moi, je faisais ça quand je faisais mes visites en présentiel. Je filmais la visite et ça permettait à la personne stagiaire, ça permettait même lors de l'entretien post-observation, au lieu de faire un commentaire, de montrer une séquence de l'activité du stagiaire. Donc, assurément, le numérique peut s'utiliser en présentiel et puis tant mieux si c'est le cas. Là, on unit tout ça. Mais l'idée de miser sur la flexibilité, il y a certains éléments qui ne permettent pas la présence. Donc, si on peut, le numérique permet quand même d'assurer une présence à distance dans certains contextes. Tant mieux si on peut faire les deux, puis tant mieux si on peut justement hybrider nos modèles de supervision. Et une autre dernière question. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation d'une tierce personne pour la manipulation de la vidéo? Tant mieux si on peut le faire. Mais j'ai de la misère mettons, à imposer cette tâche-là aux enseignants associés qui parfois sont partie prenante de ces captations-là, puis tant mieux, mais on ne veut pas leur imposer le rôle de réaliser des vidéos.
Donc, je crois que ça demande quand même une autonomie, mais tant mieux si une autre personne, tant mieux si peut-être un autre stagiaire présent dans l'école peut venir faire la vidéo de son père. Je crois que c'est là-dessus qu'on devrait miser. Puis laisser un rôle davantage d'observateur critique à la personne enseignante associée, dans cette idée qu'il puisse jouer son rôle pour commenter l'activité de la personne stagiaire et non pour s'improviser Xavier Dolan de l'enseignement là. C'est parfait. Ben, écoutez, merci à tous les participants, à toutes les participantes. Merci Mathieu pour cette présentation éclairante. Tu nous envoies ton PowerPoint, on va mettre ça en ligne avec ta vidéo qui sera montée. Ce sera en ligne au début de janvier, alors pendant que tout le monde sera confiné au Québec. Mais si vous avez envie de revoir la vidéo de Mathieu, ce sera disponible. Un grand merci à toi. Excellente, joyeuse fête à toutes et à tous. Et puis, merci encore. Au plaisir. Au revoir. Merci Thierry, merci à toute l'équipe du CRIFPA.